Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Bitcoin qui entame une petite correction suite à avoir touché la zone des 100 000 dollars à peu près. Plus ou moins tout se passe à peu près comme ce qu'on avait dit hier sur l'intraday. On va aller voir ici un petit peu où est-ce que peuvent se trouver les zones de rebond dans cette zone et puis quelle peut être éventuellement la suite. Est-ce que c'est juste une prise de liquidité ou alors est-ce qu'on est en train de refuser sur la zone tout simplement. Allez, intro. Alors, sur le 4 heures, globalement, on est venu chercher la zone dont on avait parlé hier, c'est-à-dire il y avait une toute petite correction, on la verra peut-être plutôt en 15 minutes, et puis on s'est fait rejeter sur cette zone. Pas de grand développement sur le 4 heures, sauf à dire que éventuellement on est peut-être toujours dans cet élargissement, donc on n'a peut-être pas encore trouvé, on va dire, le haut de cette vague-là, mais pour le moment ça n'est qu'une hypothèse, d'accord. Il est tout à fait possible bien qu'on refuse sur cette zone-là, mais en soi ça serait plutôt propre quand même d'aller retoucher à minima le 4 heures qui est ici, 4 heures et 15 minutes, vous les voyez ici, le niveau orange et le niveau vert. Si vous ne comprenez rien à ce que je raconte, n'hésitez pas à aller voir en fin de vidéo, il y a une playlist de 5-6 vidéos qui vous permettra de comprendre tout le champ lexical, le vocabulaire et toutes ces choses-là, vous n'en serez que plus rapidement intéressé par la chaîne, ou en tout cas dans des choses qui pourront éventuellement vous intéresser. Ici, en une heure, la structure reste haussière. D'une certaine manière, on peut éventuellement dire que le creux à ne pas perdre, ça serait 95. Encore que je serais pas étonné qu'on aille faire un petit tour dessous, au vu de la structure ici, voilà, aller nettoyer un petit peu à la fois cette imbalance. Si on ne rebondit pas ici sur les 97,2, qui était une hypothèse tout à fait valable, qu'on avait évoqué hier, je trouve que pour le coup, le plus sexy, ça serait ce petit 5 minutes ici à 94 800. On ira voir si ça colle avec la partie liquidité. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche éventuellement, blablabla, vous connaissez les échanges partenaires en description de la vidéo. Et je rappelle que tous les bénéfices sont reversés à mécénat chirurgie cardiaque, c'est-à-dire que vous faites une bonne action en même temps que vous tradez ici. Alors, tout est plus ou moins gratuit sur cette chaîne. Globalement, on va plutôt directement aller sur de la plus petite structure parce que finalement on est à peu près dans tout ce qu'on avait dit hier, donc on va pas essayer de pas être redondant. On avait dit hier attention à cette zone ici entre ces deux barres qu'on avait posées pendant la vidéo d'hier en disant c'est une très jolie zone de rejet. Pourquoi? Parce que en général un pic, je parle de ce pic là, est censé protéger le grand pic, d'accord, la totalité du mouvement. On avait une belle imbalance ici à couvrir, elle a été couverte, ça a été très bien fait, d'accord. Pour le moment, voilà, on peut peut-être se dire que le prix va avoir envie de s'amuser finalement dans un endroit dans lequel il a traversé assez vite et assez fort au vu des dernières de ce qui s'est passé précédemment. Néanmoins, petit goût d'inachevé, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu ni visiter le 4 heures ni le 15 minutes qui est au-dessus, ce qui pourrait nous faire dire que ce mouvement n'est peut-être pas terminé, en tout cas qu'on n'ira pas forcément chercher le bas, c'est-à-dire sous 90, et qu'on va rebondir d'ici là. Ça serait somme toute un développement assez logique. Hier, on avait vu ce petit flag ici, qui avait une target plus haute, mais vous vous rappelez qu'on avait dit non, enfin voilà, pour nous, il y avait vraiment une très belle zone de rejet avant, donc du coup on s'est dit on va pas aller jouer jusque là, le trade, on va prendre un TP supplémentaire avant. On va le chercher par 2 fois, on a pris ce TP, donc aucun problème. Derrière, on reste dans ce trade. Ce trade, il a été ouvert à 90 500, donc on peut le laisser respirer. Je pense qu'à ce stade, c'est pas trop la peine. Alors, vous avez des gens qui vont le faire et qui vont le faire très bien, et c'est tout à leur avantage, bien sûr, mais je veux dire de faire du suivi de trend. Vous pouvez tout à fait ici trader la structure en disant, de toute façon, moi, à la première, il est un peu mal mis là, mais au premier passage sous la structure, je me sors, je me dégage. C'est tout à fait une manière louable de trader. On va dire, vous rentrez sur un bottom ici, et puis petit à petit, venez mettre votre stop sous la structure à chaque fois et le long du momentum, le long de la droite rouge que vous voyez là. Et puis là, vous avez une nouvelle structure et toujours pareil. Et donc là, vous auriez été sorti de ce trade. Moi, je préfère les laisser respirer pour que mes runners aillent chercher ce qu'ils doivent aller chercher. Mais sincèrement, je dirais que cette technique-là, au plus lutter est petite, au plus elle est intéressante. Et elle correspond aussi à la psychologie de pas mal de gens. C'est-à-dire que c'est une technique qui est tout à fait louable si, on va dire, vous aimez bien mettre un casque quand vous faites de la moto, par exemple, que vous aimez bien. Voilà, moi,
j'ai des stratégies qui sont plutôt semi-agressives, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va aller nécessairement, comment dire, faire du sale en permanence, mais dans le même sens, je dirais, je suis pas non plus quelqu'un qui va aller essayer comment dire, d'être trop greedy, quoi. Donc voilà, semi-conservateur, je dis semi-agressif. Semi-agressif, c'est quelque chose qui, je pense, me correspond bien. Si on devait y voir une descente en élargissement, là-dedans, on aurait un petit peu dévié. Il faudrait que le prix se remette là un petit peu, que ça reste éventuellement une mèche. Je parle bien sûr du 15 minutes. Sous-entendu, on serait sur une réaction sur le niveau des 97,2. Je pense quand même qu'il va y avoir une réaction sur ce niveau-là. On va voir, hein, on peut très bien passer au travers, il n'y a aucun souci. Et dans sa TF, on va dire ici pour le coup, le 15, hein, si jamais, par exemple, en fin de vidéo, on se rend compte qu'on a réintégré ça, hop, vous comprenez ici qu'il y a une jolie figure de retournement, toujours dans sa time frame, donc c'est-à-dire le 15 minutes, épaule, tête, épaule, à chaque fois, c'est plus ou moins, vous y verrez la même figure. Target de cette figure à la baisse, ça ne veut pas dire que c'est l'endroit où on s'arrête nécessairement, mais target de cette figure à la baisse, puisque là, on est en train d'enfoncer quand même un support, ça serait plus ou moins la zone des 96 500, 96 600. On va noter ce petit niveau 15 minutes ici qui est plutôt propre. Donc, plusieurs possibilités. Bon, là, c'est bien. On vient juste de clôturer celui-là. Comme ça, au moins, on est raccord. Ici, vous voyez qu'on a fait une bougie entière. Je travaille en hard closing, c'est-à-dire ouverture-clôture en dessous d'un niveau. Le niveau doit être dégagé ou doit passer dans une autre UT, tout simplement. Bon, là, en l'occurrence, on n'est plus très loin de la target. Ça colle pas mal avec un niveau inférieur. J'aurais bien aimé le mettre un petit peu plus haut. Donc, on va peut-être devoir le labelliser dans une autre time frame. Celui-là, on peut l'enlever ou le passer en 1 heure. Bon, est-ce que c'est intéressant ? Allez, on va le faire quand même. Ici, on revient là, on passe ça du coup en 1 heure. Vous comprenez que monter la time frame d'un niveau n'est jamais une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que on peut faire beaucoup plus de choses en 1 heure que ce qu'on pouvait faire en 15 minutes, d'accord ? Donc forcément, vous comprenez ici, j'espère que vous captez un petit peu l'idée. Et notamment, enfoncer ce 1 heure là peut nous permettre d'aller tout à fait revisiter ce 15 minutes, voire l'enfoncer sur sa TF de 15 minutes. Il est même possible, on va dire, d'aller chercher ce 5 minutes-là, le fameux, celui dont je vous parlais ici, faire une très belle prise de liquidité, tout en préservant le 1 heure qui est là. Vous comprenez que là, il est 16h01, on a 59 minutes pour éventuellement faire ce mouvement s'il doit être fait. Ici, vous comprenez que l'idée, c'est... il y a quand même une potentielle réaction qui devrait se faire là. Si elle se fait pas, on passe au travers. Si on passe au travers de ça, le 15 minutes encore une fois, et puis le 5 minutes d'en dessous. Ici, on va dire c'est l'entrée la plus professionnelle entre guillemets pour celui qui cherche du long, hein, bien sûr sur la structure. Excusez-moi, l'entrée la plus professionnelle, elle est plutôt là. Elle est plutôt ici, par exemple, front side sur ce niveau-là. Elle est plutôt dans cette mèche pour le plus pro. Hein. Quand je dis professionnel, je parle plus prudent. Au plus on rentre prudent, au plus on peut mettre une grosse position. Au plus on rentre tôt, au moins on cherche l'avarice. Au plus on doit mettre une petite position, soit pour venir la défendre, soit tout simplement pour la laisser se faire prendre et ou se faire stop-losser en fonction d'une invalidation qu'on aura choisie avant. Voilà pour BTC. Pour l'instant, au vu de la structure juste, j'aurais tendance à dire juste sous 95 ou 97,2, le niveau actuel, hein, globalement à peu près. On va voir ici qu'est-ce qui se met en place et où ça tient. Peut-être éventuellement un petit coup de 96,5. On va aller voir la liquidité et on pourra en fonction de ça aussi choisir un petit peu quels peuvent être les endroits où le prix se retourne. Ether contre Bitcoin. Ether contre Bitcoin, il y a une petite poussée hier, mais c'est pas non plus incroyablement incroyable. Toujours en tendance baissière pour le moment, plus ou moins sur support, sur cette target de TE qu'on avait dit ici, et qui globalement est à peu près au 0,033. Si jamais il perd le bas ici, c'est une continuation de la structure, ça on l'a déjà expliqué et pas mal dit. Et puis on a quand même ce caractère ici un petit peu de impulsion, correction, impulsion, peut-être potentiellement pour venir effectivement faire un plus bas. Le support, est-ce qu'il est costaud ? On peut pas trop dire ça pour le moment. On peut pas le dire pour le moment. En tout cas, voilà, ça c'est plutôt correctif, ça c'est plutôt peut-être impulsif, à raison de savoir à quel moment on repasse effectivement sur quelque chose d'impulsif vers le haut en ce qui concerne Ether contre Bitcoin. Ethereum contre le dollar, pour le coup, il n'est pas venu plus que ça venir
entre guillemets, poser son coude sur le bar là, hein, de cette trend. Il ne nous l'a pas fait, malheureusement. Il n'est pas venu faire un petit coucou aux copains du PMU. Maintenant, ça reste plutôt propre. Le rebond est plutôt cool. Est-ce qu'il y a support ici sur la zone? Je pense qu'il faut aller voir la liquidité ici, mais en gros, le prochain support, il est à 3195 en ce qui concerne Ether, hein, quelque part par ici, d'accord. On va essayer de le trouver en 1 heure, on va le mettre proprement, parce qu'on n'est pas des bêtes, hein, on a le temps. Voilà, quelque part par là, 3196, où il y a peut-être éventuellement quelque chose. À partir du moment où, de toute façon, éventuellement, il vient à péter, puisque là, on est plutôt sur de l'impulsif vers le haut, hein, impulsion, correction en flat, impulsion, correction en zigzag, peut-être une impulsion supplémentaire pour effectivement aller faire un petit bonjour aux copains du bar, mais voilà, pour le moment, il faudra d'abord péter la distrib. 2 possibilités, soit effectivement sur les 3194, pour celui qui cherche du long, hein, encore une fois, c'est pas une certitude, mais et 3250 pour revenir renégocier, revoir, éventuellement reconfirmer une inversion de polarité sur ceci qui auparavant était une résistance et qui pourrait dorénavant se transformer en support. En général, on vient casser quelque chose de oblique avec quelque chose de horizontal, c'est rarement l'inverse. Voilà les amis, ensuite on continue sur le Total 3. Total 3 qui est plutôt en forme. On va se mettre en 4. Ok. Jolie journée pour les alts, j'ai envie de dire. Alors ça doit dépendre un petit peu de quel portefeuille, mais je sais que j'ai vu pas mal de choses pas mal fonctionner. Je mets en pause 1 seconde pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, parce que c'est relativement intéressant de voir cette cassure de structure. On avait dit ici, vous comprenez, on vient de faire ce petit W en daily, c'est ce qu'on avait dit. Et maintenant, ce qu'on veut voir se mettre en place, c'est ce W ici en quasi weekly. Et là, ça pousse fort au niveau des alts, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on a un Ether qui souffre un peu par rapport à Bitcoin, mais par contre, on a une prise de dominance des alts. Donc voilà, il faudrait regarder un petit peu la dominance d'Ether pour voir exactement à quelle sauce il est mangé actuellement. Et vous voyez que pour le moment, voilà, il nous fait un nouveau plus bas, etc. Enfin voilà. Pour moi, on perd quelque chose sur la dominance d'Ether. Je l'ai pas mal regardé hier parce que, voilà, hier j'ai pas mal, pose pas mal de questions sur Ethereum. Notamment, ici, cette espèce d'élargissement en montée. Est-ce qu'on pourrait vraiment être dans quelque chose sur lequel on revient carrément chercher les 7% de dominance sur Ethereum, ce qui remet en cause pas mal de mes convictions sur Ethereum, mais je suis prêt à remettre en cause une partie de mes convictions sur Ethereum, il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait partie du trading, justement, de pas être dans un biais permanent. En l'occurrence, ici, il y aura quand même une petite décision à prendre, parce que vous voyez ici cette structure haussière, hein, qui par le passé a plutôt pas mal fonctionné. Ici, on fait un plus haut. On peut pas vraiment parler ici de creux inférieur parce qu'on n'est pas sur trend. Donc le vrai creux inférieur, il était là. Et là, il y a déjà quelque chose qui se passe au niveau de perte de la structure. Pourquoi ça? Parce que, alors, c'est à double tranchant ce que je suis en train de dire. D'abord, depuis ce creux ici, celui que j'ai fait là, est-ce que j'ai fait un nouveau sommet par rapport à celui-ci, qui sera du coup le sommet majeur? Non. Donc du coup, je le considère comme un creux majeur ou pas? Ben non, en fait, je peux pas. En soi, normalement, il aurait fallu faire ça, et ensuite, là, j'aurais dit, ok, ça c'est un sommet majeur. Il faut toujours un plus haut pour dire, ok, ben, j'ai fait un sommet ascendant, mais avant ça, il y a eu un plus haut. J'espère que vous me comprenez dans l'idée. Donc la vraie perte de structure, pour moi, elle se met ici. C'est pour ça que je vous ai rajouté cette idée-là, qui colle pas mal avec le 0,618, hein, à 11% de dominance. C'est-à-dire que, en gros, pour ceux qui aiment bien Elliott, par exemple, en général, vous faites une 2 entre 0,5 et 0,618. Vous allez pas enfoncer le 0,618. Et si c'est un mouvement assez péchu, ça arrive assez souvent en crypto, vous allez carrément en zone de rechargement. Donc, de manière chartiste, le fait d'avoir perdu cet énorme élargissement ici en montée, on pourrait targeter carrément le bas de la structure, c'est-à-dire 7% sur Ether. Personnellement, j'y croyais pas trop, au sens où je voyais plutôt ici une espèce de tasséance, vous voyez, comme ceci. Maintenant, en général, on a tendance à invalider une tasséance au 0,5. D'accord? La anse n'est pas censée... alors là, je suis un petit peu haut parce que j'ai pris le point haut. Normalement, on devrait plutôt se mettre sur le... j'ai pris ce point-là. On va regarder, mais bon, je pense qu'on est au-dessus de toute façon. Voilà, plutôt se dire, voilà, ça c'est la tasse. Allez, on est juste en dessous. On vient juste d'invalider, on va dire, une potentielle tasséance. En tout cas, sur les critères de Bulkowski. Hein, c'est-à-dire, nous...
les statistiques chartistes qu'on va utiliser sont énormément dérivées de Bulkowski et donc du coup de statistiques qui sont extrêmement récentes, d'accord, hein, à contrario de ce que peuvent penser certains, elles sont remises à jour tous les ans. Je pense que la dernière update, elle doit dater de 2017-2018, quelque chose comme ça. Il y a assez peu de travail sur la crypto dedans, mais ça fonctionne très très bien sur le marché action, donc ça fonctionne aussi sur la crypto. À partir du moment où vous savez trader quelque chose, enfin, quoi que ce soit, vous pouvez... Enfin, ça reste du prix, quoi. Ça reste ça reste du prix, ça reste une charte avec du prix. Donc, de toute façon, ça fonctionne. Pareil. La différence sur la crypto, c'est que la crypto est extrêmement drivée par les dérivés. Donc, du coup, on utilise énormément ces passages sous la structure, là, ce genre de choses où on aime bien aller chercher, aller chasser toute la liquidité. Et ça, nous, on l'utilise énormément. Donc, parfois, on dit, et pour le coup, je vous invite encore une fois à aller voir les tutos qui sont en fin de vidéo. Il y en a un qui s'appelle Comment je trade ou un truc comme ça, où ça doit être voilà ma méthode pour trader, ou je sais pas, un nom à la con comme j'en ai le secret. Et où en gros vous allez voir un petit peu comment j'articule mon choix entre en fait par exemple ici on a une épaule tête épaule, elle casse vers le bas, est-ce que c'est une vraie cassure ou pas, est-ce que j'utilise la méthode chartiste, j'ai un directionnel effectivement qui est vers le ou j'ai un directionnel qui est vers le bas, ou alors est-ce que j'utilise plutôt cette idée d'une prise de liquidité, on vient de passer sous la structure, c'est une magnifique opportunité pour éventuellement rehausser, et c'est plutôt ce qu'on a fait, on a plutôt joué le swing failure pattern, l'échec du chartisme. Mais parfois, on peut jouer aussi à l'inverse. Et en général, c'est plutôt dans le directionnel du moment. Bon, sous-entendu, ici, je pulse, j'ai une correction. Je vous prends un exemple au hasard ici. Hein, mais derrière, je flag et donc je vais chercher la target plus ou moins de ce flag. Voilà, pour le moment, on est plutôt dans cette idée quand même d'aller peut-être chercher un petit peu plus haut. Le prix a l'air de... un petit peu se reprendre, mais on ira voir ça un petit peu en fin de vidéo. C'est intéressant qu'on ait mis du coup le 1 heure en tout début de vidéo pour voir s'il peut éventuellement tenir. En 15 minutes, vous voyez que c'est cassé, ce serait pas mal d'aller retrouver ça, de ne pas hard closer le niveau en 1 heure. Je rappelle que celui qu'on a mis, c'est celui-ci, c'est-à-dire une bougie d'avalement là, qui pourrait nous dire, effectivement, c'était un petit peu une sorte d'élargissement avec une petite déviation en plus, histoire de venir attaquer cette vallée, mais sans la perdre. Frontside c'est là, backside c'est en bas. Petite vallée là, vous le voyez. À voir. On va regarder ici en price action ce que ça donne d'ici la fin de vidéo. Auquel cas, ce sera juste en fait finalement une prise de liquidité sous cette structure-là avec un petit long squeeze qui nous permet derrière de filer des ordres. Hein. Les institutions adorent venir filer les ordres dans le long squeeze pour pouvoir finalement avoir les ordres inverses, c'est-à-dire rentrer du long. Hein. À l'inverse, vous comprenez ici que si on long squeeze, c'est un acte de vente forcée. Donc du coup, s'il y a de l'acheteur en face, c'est ça qui fait que le prix se retourne. On a une institution qui a ici ramassé du contrat dans le sens inverse, réussi à retourner parce que c'est assez facile de retourner Bitcoin, réussit à retourner le marché à son avantage pour pouvoir finalement aller vendre ou dans les liquidations des shorts. C'est là qu'il y aura des millions et des millions de contrats, des liquidations des shorts retail et ou autres. Voilà, et c'est là qu'il y aura des dizaines et des dizaines de millions de contrats, là où une institution, par manque de liquidité sur Bitcoin, comment dire, les institutions adorent les assets où ça manque de liquidité parce qu'ils sont manipulables. On n'est pas bête, on l'a compris ça. On est encore une fois des pulls à capuche, mais nous on veut être dans l'équipe des costards cravates, d'accord? C'est complètement ça l'idée, ok? Donc on est dans l'équipe des costards cravates, on dit on va aller de poche de liquidité en poche de liquidité puisque ce marché est peu liquide, mais là où il y a de la liquidité, c'est-à-dire les liquidations des longues sous les structures, ici on passe sous la structure, vous le voyez bien ici c'est sous la structure, on est sous la structure qui date depuis hier, d'accord, on est sur de la liquidité qui a très précisément 25h30, et en l'occurrence, 25h30, c'est un chiffre que je viens de sortir parce qu'il était 14h30, d'accord? N'allez pas chercher à chaque fois de la liquidité qui est à 25h30, d'accord? C'est pas du tout l'idée. Mais en tout cas, à peu près une journée. Et là, du coup, si on arrive à refiler les ordres, si le marché arrive à se retourner, et vous avez comme ça des bastons entre une institution dans un sens et une institution dans l'autre, tout simplement. Les news, les afflux ETF, 755 millions, c'est beau hier, belle journée de rentrée. On avait eu plusieurs journées à moins 500 millions, donc il va falloir reprendre le coche ici, mais on peut estimer en tout cas qu'au niveau institutionnel, le CPI d'hier, qui était plutôt pas trop mauvais, j'ai pas envie de dire qu'il était bon, personnellement, je n'ai pas trouvé qu'il était non plus exceptionnel, mais qui était pas trop mauvais en tout cas, au consensus, voire un petit peu mieux, en months over months, on était légèrement au-dessus, nous a renvoyé des institutionnels, qui est institutionnel
ou gros poisson, hein, puisque les ETF en général c'est plutôt ça, qui a eu envie effectivement de racheter. Et sur Ethereum, 60 millions d'entrées, au moins on va dire l'hémorragie s'arrête. Alors la course aux réserves stratégiques, et pour moi, j'ai le sentiment que effectivement, c'est pour ça que j'ai retweeté les deux là, donc Oklahoma et Texas, qui seraient éventuellement intéressés pour faire de la réserve stratégique. J'ai le sentiment que ça sera plutôt au niveau fédéral cette histoire, et que ça ne se fera pas au niveau national aux États-Unis, en tout cas pas sur ce cycle. Peut-être parce que ça paraît trop beau pour être vrai. Hein. On a parlé ici de si jamais il y a une réserve, si jamais les États-Unis se lancent dans une réserve stratégique de Bitcoin et vendent de l'or pour ça, ce qui serait quand même relativement incroyable. C'est un petit peu le scénario où bon, vous êtes dans un film porno et c'est vous le plombier, quoi. C'est presque trop beau pour être vrai, quoi. D'une certaine manière, ça paraît un petit peu trop facile tout ça. Donc on va regarder la suite, mais personnellement, voilà, au niveau fédéral, ça me plaît cette idée que les États choisissent, et s'ils veulent, eh ben, effectivement, ils vont rentrer. C'est un petit peu plus petit bras au départ, mais je trouve que c'est plutôt une chance. Ici, je vous ai reposté ça parce que c'est une news importante. Au Japon, l'inflation reprend un petit peu du galon. On s'est rapproché des 4% à nouveau, et ça augmente les chances que la Bank of Japan nous fasse une hausse des taux. Et ça, c'est important. C'est important, pourquoi? Parce que vous avez une sorte de carry trade qui s'est mis en place. Comment vous expliquer ça? Globalement, emprunter du yen, c'est pas cher. Je vais aller emprunter du yen pas cher. Je vais le changer en dollars et je vais aller acheter du Nvidia. Parce que c'est pas cher d'emprunter du yen, donc j'ai quasiment un jeu à somme nulle ici. Et puis en plus, du coup, derrière, je peux même faire autre chose, c'est éventuellement emprunter du yen pas cher et aller le changer en dollars et aller le placer en bon du trésor en dollars et empocher la différence. C'est un très bon carry trade également. Ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que à chaque fois qu'il y a des risques que la Bank of Japan remonte ses taux, ce carry trade perd de sa pertinence. Donc du coup, on pourrait éventuellement voir une sortie de la bulle tech, et donc ça, il faut le garder, enfin la bulle tech, quand j'entends la bulle tech, je parle de bulle tech parce que derrière, on va parler de bulle justement, de bulle tech aussi, mais de la grosse tech, on va dire les GAFAM plus Nvidia, les GAFAM, oui, les Magnificent Seven, on appelle ça maintenant, eh bien... attention à ça, parce que si ça part d'un coup assez fort, ça peut effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu dans cette histoire-là, et donc ça peut être une des narrations qui peut déclencher une correction plus importante sur le S&P, donc par ricochet Bitcoin. Ici, je vous invite à aller voir éventuellement ce tweet qui est plutôt pas mal fait, ce thread de August O, que je ne connaissais pas auparavant, qui nous parle de Howard Marks. Howard Marks, c'est un gérant de hedge fund qui a eu le nez creux sur pas mal des dernières crises qui sont arrivées, et donc il dirige Oaktree Capital, et il a 200 milliards sous gestion. Globalement, il a à chaque fois un petit peu appelé les bulles avant tout le monde, et sur la manière dont il a de bubble watch, de vérifier quelles sont les bulles et comment elles arrivent. Globalement, il a plus ou moins une méthode qui dit que quand les gens commencent à rentrer en disant il n'y a pas de prix qui finalement est trop haut, ou alors quand ils pensent qu'un business est tellement disruptif qu'il va complètement dominer le futur, c'est là que finalement se placent des bulles, se mettent des bulles en place. Il y a autre chose aussi, c'est cette fois c'est différent quand il entend ce genre de choses, ou quand il voit au niveau journalistique que ça se met en place au niveau de ce genre de choses. Pour lui, c'est un indicateur que de plus qu'on est effectivement dans une bulle. Donc beaucoup de choses, vous voyez, psychologiques, mais on fait de la psychologie, on ne fait que ça en trading, vous ne faites que de la psychologie, puisque vous analysez le sentiment de la masse. Et ici, il dit, en ce moment, je trouve que les gens font gaffe au prix et qu'ils font attention à ne pas racheter trop haut, etc. Donc on n'est pas nécessairement dans ce contexte de bulle, et il n'a pas l'impression qu'il y ait un contexte général de cette fois, c'est différent. On a plutôt un marché qui est en train de dire, bon, attention, etc., etc. Les gens sont plutôt mesurés dans leur manière de voir les choses. Maintenant, il dit qu'il y a quand même des choses qui donnent des choses qui sont éventuellement dangereuses. D'abord, il nous dit que les plus grosses stocks, déjà des 20 plus gros stocks en 2000, il n'en reste que 6 qui sont toujours au top, ce qui est déjà pas mal, un tiers, il y a 20 ans.
Il dit aussi que le marché US, et ça je suis tout à fait d'accord avec ça, est trop surévalué par rapport au reste du monde, et c'est pour ça que moi je me positionne de plus en plus sur les marchés émergents, mais ça peut être risqué, parce que d'une certaine manière, s'il y a une vraie grosse correction sur le marché US, bah, le reste des marchés va suivre, entre guillemets, on va de toute façon avoir une correction un peu plus massive, mais voilà, aujourd'hui on a 70% du World Index qui est fait par les US stocks, par les stocks des États-Unis, et juste les Magnificent Seven font eux-mêmes 40% de ce fameux marché. Donc vous avez 28% de la capitalisation mondiale, là je fais 7 fois 4, hein, 28% de la capitalisation mondiale qui finalement qui pèse uniquement sur 7 entreprises qui elles-mêmes sont américaines. Et là, il nous dit que c'est pas très soutenable et que c'est déjà quand même ici, dans un contexte de bulle, c'est un tout petit peu un premier truc qui met un petit peu la puce à l'oreille. Il dit que par rapport à ça, il y a 2 manières de se rectifier, soit une très grosse correction de marché, soit des très peu de retours pendant très longtemps. Et pour le moment, comme il dit qu'il n'y a pas nécessairement, ça sent pas trop la bulle, il est plutôt dans cette idée de très peu de retour pendant relativement longtemps, c'est-à-dire à peine 3-4% sur les 10 prochaines années en ce qui concerne les Magnificent Seven, bien sûr, et éventuellement le marché américain également, d'accord. Ici, il pense que on n'est pas dans une bulle, mais que il va falloir regarder sur tous les. Il y a des signes qui sont plutôt concerning inquiétants. Et qu'il va falloir... déjà, il faut regarder les Forward Valuation Ratios. Également, toute la concentration qui se fait sur le marché US n'est pas une très bonne chose. Et puis également, la part de marché, on va dire, de ce que font les États-Unis par rapport au reste du monde. Donc, qu'est-ce que devraient faire les investisseurs? Éviter les secteurs populaires, ne pas surpayer une éventuelle croissance, aller sur des secteurs un peu plus défensifs et se diversifier dans d'autres classes d'assets, dont Bitcoin est quand même ici, fait quand même partie des choses qui sont relativement intéressantes. Il y a vraiment en ce moment une dichotomie qui va se faire, et de plus en plus je pense, entre Bitcoin d'un côté et le reste du marché, le reste des altcoins de l'autre, d'accord. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Je mets en pause une petite seconde. Oui, je regardais, parce que depuis tout à l'heure, je pense au Total 3, et j'ai oublié d'aller voir. Effectivement, on a une jolie perf quand même de XRP, encore une fois, on en a parlé hier déjà, on a fait un gros aparté dessus, dans la vidéo d'hier. Dogecoin qui prend plus 15 sur la semaine, Solana plus 10, Cardano plus 20, Stellar 23, donc pas mal d'oracles qui fonctionnent pas mal, je trouve. Avec Link aussi, on avait pas mal rechargé Link dernièrement. Qu'est-ce que nous fait Avax? Pas grand chose, 8%, mais c'est déjà pas mal. Tron moins 2,70, j'aime bien Tron, et là pour le coup il n'est pas dans ce train là. On continue sur les news, ça m'avait échappé du coup d'aller regarder les alts, donc du coup je le fais rapidos. Ici Trump devait tordre le bras de la SEC, on va voir effectivement si ça se passe. Alors ça c'est une narration de Bull Run que j'adore, en tout cas pour moi, et c'est ce que j'avais dit, j'avais fait un très long thread sur comment réfléchir aux signaux qu'on est à la fois dans un bull run, mais à la fois dans des premiers signaux de correction. Et pour le coup, ici, via la DeFi, on vous propose sur Coinbase directement des loans, des crédits via le protocole Morpho. Le fait que Coinbase propose ça, et pour moi ça fait partie de mon idée, c'est qu'à un moment donné, les niveaux les choses qui vont se positionner éventuellement pré-correction, ça fait toute une narration qui doit éventuellement se mettre en place, à mon sens, en tout cas sur ce cycle en particulier, à savoir... Amazon accepte du Bitcoin, Microsoft commence à accepter du Bitcoin, ils commencent tous les deux à en mettre en trésorerie, ça pourrait être pour cette année, pourquoi pas. Pour le moment, ça a été mis sur la table, mais ça n'a même pas été voté ou quoi que ce soit, ça a été vraiment totalement refusé par le board, mais à terme, pourquoi pas.
Derrière cette idée que un gros acteur vous propose du crédit contre du Bitcoin, c'est-à-dire mettez vos Bitcoins en collatéral, et puis derrière vous aurez la possibilité, après il y a forcément un moment où il y a un margin call sur ces choses-là, et c'est tout ce qui reste intéressant pour ces entreprises-là, c'est de dire, bon on vous prête de l'argent, et puis si jamais vous êtes entre guillemets liquidé à un moment donné sur votre collatéral, on vous prendra votre collatéral, et du coup vous garderez notre argent. C'est un peu l'idée ici. Et voilà, donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que il faut garder un peu cette idée-là, que éventuellement, il y a toute une morphologie, je fais ici écho à Morpho, toute une morphologie qui éventuellement peut se mettre en place de ce côté-là. Tiens, voilà, justement, les bulls qui disent attention, la Bank of Japan risque d'augmenter ses taux, et ça peut effectivement, pour le coup, venir altérer cette idée d'un cash and carry trade. Et ici, vous le voyez, XRP qui est aujourd'hui à 3,37$, magnifique, personnellement, étant assez fortement exposé sur XRP, je n'en suis que très content. Ici, on passe sur Bloomberg, on passe sur les sanctions en Russie, qui créeraient des problèmes par rapport au transport, au coût de transport. Et on passe sur combien de bois il va falloir à Los Angeles pour reconstruire ces maisons. Pas grand chose sur le calendrier économique de la semaine prochaine. Aujourd'hui, je pense qu'on avait les jobless, donc c'est une info hebdomadaire, mais ça reste toujours intéressant de regarder comment se porte le marché de l'emploi, et on a 217 000 emplois créés avec une médiane qui se trouvait plutôt autour des 210. Donc le marché de l'emploi se porte plutôt pas mal, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle, d'accord ? On en a parlé hier, on va pas refaire ici l'histoire. En ce moment, on attaque les earnings. Pour le moment, c'est que les banques. Les earnings, c'est combien d'argent ont gagné les entreprises. Elles publient leurs résultats trimestriels, et là, en l'occurrence, on publie les résultats du dernier trimestre 2024. J'ai toujours un petit mois où j'ai du mal à savoir quelle année on est. 2024, dernier trimestre 2024, donc ça va être intéressant. Pour le moment, les gros earnings, sous-entendu les Magnificent Seven, justement, vous comprenez que c'est ceux qui pèsent le plus, et c'est ceux qui corrèlent quand même en grande partie pour nous à la crypto. Je pense que c'est même pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après qu'on aura leurs fameux résultats, et leurs résultats conditionnent la performance du S&P 500, et il y a quand même une corrélation d'une certaine manière entre Bitcoin et S&P 500, au moins sur les histoires d'inflation. 352 millions de liquidés hier, c'est une journée normale plus. 160 millions en longue et 160 millions en short et 191 millions en longue, Bitcoin plus Ethereum représentent à peu près la moitié. Je dirais qu'on est à peu près dans la normalité, avec une action de prix qui a été quand même assez péchue, donc du coup un chiffre relativement important en ce qui concerne les liquidations. On commence à rentrer dans une zone de vente, ça on en a déjà parlé, au-dessus de 100 000$, ça touche des ordres de vente. Ici on avait touché une centaine de Bitcoin à la vente, probablement la même personne, on avait remarqué ici que tous les 500$, c'est quelqu'un qui vend une centaine de Bitcoin, donc c'est probablement la même personne. Voilà. Les marchés en levier, on est venu prendre ce point-là. Alors, c'est intéressant, il s'est passé un truc assez intéressant. Ici, on est venu faire un tour en funding négatif, alors qu'on est plutôt en haut de quelque chose, d'accord ? Donc ça veut dire gros short, au-dessus de la structure, ou, possible aussi, on voit notamment le nombre de contrats qui diminue au moins un petit peu, ou grosse sortie de position de quelqu'un qui était longue. Et pour le coup, c'est pas moi, j'ai juste pris un TP, mais je pèse pas suffisamment. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, on est bien shorté au-dessus de la structure, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord ? Ici, dans ces eaux-là, il y a quand même quelque chose à venir chercher dorénavant, puisqu'il y a de la grosse position. Maintenant, on voit quand même que l'OI diminue, donc on est plutôt sur de la prise de position de longue, on doit avoir un petit peu des deux, en fait, en réalité. Derrière, par contre, c'est l'inverse. Vous comprenez ici que, boum, d'un coup, malgré un prix qui descend, j'ai un funding qui part en flèche, donc il y a eu du gros long qui est rentré. C'est expliquerait peut-être le passage sous cette fameuse structure. Le prix a décidé, il est allé en bas, il est allé chercher d'accord. Pour le moment, j'ai l'impression que dans cette descente, on a certes pris de l'open interest, ça c'est le nombre de contrats en circulation, il y en a pas mal qui sont sortis, mais pour le moment on n'a pas encore ce flush du funding, donc ça veut dire que
on a peut-être du monde qui est en train d'essayer d'attraper un couteau qui tombe. Pour le moment, c'est un peu tôt pour en parler, hein. On regarde du 15 minutes ici, le funding se met à jour toutes les 8 heures sur chacune des plateformes, et c'est le nombre de plateformes qui nous permet ici d'avoir plus ou moins une moyenne lissée et d'avoir quand même quelque chose d'assez pertinent à la lecture. En tout cas, il y a beaucoup de divergences, d'accord? On a beaucoup de divergences, d'où cette prise de liquidité en dessous, hein, et je pense qu'il est possible qu'on aille à 101 en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Pour le moment, on va voir, ça va défendre, on va voir effectivement comment ça va se placer, mais au vu du funding, il y a eu des choses intéressantes qui se sont mises en place. Et là, on le voit très bien, hein, je pense, en tout cas, on le voit très bien. Bon, après, comment dire... iBlock, alors iBlock pour le coup, vous le voyez, il voit pas trop de short au-dessus. Hein. Là, c'est intéressant. Bon, il voit plutôt du long sur la structure. Et on vient d'aller chercher cette poche à l'instant. Donc ça aurait été bien de faire la vidéo 1 heure avant. Maintenant, je la fais un peu quand je veux. Et de toute façon, voilà, je fais tout exactement comme je le veux. C'est ça qui est cool aussi à avoir la chaîne et à ne rien devoir à personne. D'autre part... alors, donc là, on est venu chercher cette petite poche de liquidité supplémentaire sur la weekly. Vous voyez que sur la weekly, il y a encore du monde à venir chercher à 103. On a pris un point chaud à 97, la barre jaune. Prochain point chaud, 95. On a parlé des 95-200 tout à l'heure, il me semble. Quand on a parlé d'un 5 minutes ici, hein, il me semble, sur cette zone-là, quand on a regardé la structure. Donc intéressant, on se le met sur le coin de l'oreille. Un petit peu comme une clope. Et je ne fume plus, vous l'aurez compris. Un petit peu comme une clope qu'on pourrait éventuellement venir consommer plus tard. Sur Ether, alors peut-être ça vaudrait le coup ici que je fasse un petit refresh en fait. Oui, on n'a pas énormément de développement depuis, hein, mais c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on n'irait pas voir la liquidité 12 heures? De toute façon, la vidéo est déjà 36 minutes, elle va en faire 50 au final, donc ceux qui restent encore là, ils ont besoin encore une petite dizaine de minutes en plus. Ici, 12 heures. Je pense qu'on est mi-figue, mi-raisin, légèrement liquidé vers le bas. Oui, c'est ça. Bon, vu l'action de prix, c'est relativement normal. 97 et 96, du monde au-dessus jusqu'à 102, 103. Et en ce moment, j'aime bien regarder la 24. Là, une journée, quoi. 95,8 pour... Donc on a en tête 95,2, 95,8. On va regarder s'il y a des supports, des niveaux sur ces zones-là, en termes de structure. Et puis vers le haut, 102, 103. Sans trop de... 103, le Peugeot 102 et Peugeot 103, vous vous rappelez. J'espère, moi personnellement, j'avais un SPX. J'avais un SPL. J'ai eu un SPX et j'ai eu un SPL avec la barre anti-rapprochement là, magnifique. Et pas oublier de mettre la mousse au milieu, hein, sinon quand vous gaméliez, vous perdiez finalement à peu près la majeure partie de votre virilité. Il fallait faire très très attention à ça. Alors en ce qui concerne le winner, pour le moment on n'a pas encore la réponse. Il y a une petite réaction sur le niveau, hein, c'est plus ou moins ce qu'on disait. On disait, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas une petite réaction là-dessus. Elle est là. La question étant, est-ce que maintenant on vient à percer et à enfin aller toucher ce 4 heures direct. J'avoue que je suis assez mitigé. On va descendre un petit peu. Hop, comme ça, voilà. Parce qu'il y a de la liquidité à 95 quand même. Ici, là, on l'a vu, hein, elle est belle. Elle est plutôt jolie. Il y a cette ETE. Allez, on va faire un si, d'accord, if then. Un if then. Si jamais... Alors c'est parfois comme ça que vous pouvez vous dire, j'utilise un critère d'aide à la décision graphique. La question ici, vous comprenez qu'on se pose, la question qu'on se la pose, et qu'elle est vite répondue, c'est est-ce que je suis là-dedans dans une prise de liquidité, ou est-ce que je suis sur un retournement? Est-ce que cette épaule, va aller chercher sa target, notamment en partie, mais pas que, vraiment un vrai top, vous le voyez ici, c'est-à-dire un top majeur, ça veut dire... D'une certaine manière, si je regarde la structure 1 heure, bon ok, un petit peu chargé là, mais globalement, si je regarde la structure, j'ai fait mon push, ici, j'ai fait ma conso, ici, tout à l'heure j'ai dit que c'était une flat, c'est même plus une running, je refais mon push, je fais ma zigzag, et à partir de là, il me reste une vague, entre guillemets, et où je fonctionne en escalier. J'ai pushé, je n'ai
j'ai refusé de réintégrer cette zone-là, derrière j'ai poussé à nouveau, et ce qui peut-être éventuellement au prochain coup me permettra de refuser d'intégrer cette zone-là, par exemple. Après on peut très bien ici faire une 2, c'est-à-dire corriger 50%, revenir chercher plutôt la zone des 95. On va voir ici encore une fois comment ça se comporte. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, if then, c'était ça l'idée. Si je ne suis pas dans une prise de liquidité, je devrais le voir à la réintégration de ce 1 heure. C'est-à-dire, dans 25 minutes, on peut se dire que ce niveau n'aura pas été hard closé. Si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, et que le niveau n'est pas réintégré, qu'on n'a pas une bougie d'avalement, hein, en gros, tout simplement, parce que là, vous comprenez que la clôture, elle est quasiment égale, hein. Si j'ai pas réintégré ça à 17h, parfois vous comprenez que le prix il a pas de montre, hein, d'accord? On est d'accord, ici on prend un critère d'aide à la décision graphique qu'on a défini en amont pour se dire est-ce que c'est une prise de liquidité ou pas. On pourra lui laisser 5 minutes de plus en soi, mais vous comprenez ici qu'il faut quand même avoir des critères à un moment donné. On regarde le chaos, on essaie de lui donner des règles, on essaie de lui donner, de prendre des décisions en fonction d'eux, donc du coup on est bien obligé d'avoir une montre nous. Donc si le prix ici réintègre ça, ça veut dire que c'était juste une prise de liquidité sous la structure, ce que je vous ai montré, les gros ordres longs hein, qui ont été posés à peu près dans cette zone-là, là, et qu'il s'agissait d'aller chercher pour tout simplement refill et repartir dans l'autre sens. Et pour les distribuer où là on a de la liquidité sur 24 heures dans l'autre sens, d'accord? C'est-à-dire sur le fameux 4 heures et le fameux 15 minutes ici plus haut. Donc si on réintègre ça, je dirais avant 17, pour le coup pour moi c'est direction 103. À l'inverse, si on n'arrive pas à l'intégrer et il faudra aussi un peu plus de développement, je dirais là malheureusement on l'a pas. Là-dessus, d'accord, c'est qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce que ça dessine, qu'est-ce qu'on est en train de dessiner en 5 minutes, est-ce que c'est plutôt correctif, est-ce que c'est plutôt impulsif, c'est quelque chose qu'il va falloir attendre un petit peu, et là je vous avoue que j'ai pas envie de mettre en pause et ça n'aurait même que très peu d'intérêt pour vous. Donc est-ce que ça reste plutôt correctif, parce que ça c'est plutôt impulsif, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ou alors est-ce que c'est une figure de retournement? Pour le moment, on a des choses qui ressemblent à une figure de retournement, mais je trouve que c'est un peu larvé comme montée. Donc au vu de ce que je vois là dans la tronche du 1 minute, j'aurais plutôt tendance à dire poussée supplémentaire vers le bas. Mais on va voir, hein, encore une fois, il y a des possibilités qu'il y ait une petite poussée vers le bas et qu'en même temps, derrière, on se reprenne quand même sur le 1 heure. Grosso modo, personnellement, pour le moment, j'afficherai plus ça. Donc on perd 96,2 éventuellement, et peut-être ça. Pour le coup, on vient chercher toute la liquidité 3 jours, hein, grosso modo, c'est à peu près là qu'on voit du 95. Il faut bien comprendre une chose ici, c'est que comment expliquer ça? Allez, on va l'expliquer. Il y a plein de manières de l'expliquer, mais on va l'expliquer avec le volume profile, ça va être relativement sympa. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma poussée, ma correction, qui fait qu'on a eu de l'acheteur et du vendeur sur cette zone-là. Hein, typiquement, le point de contrôle ici se trouve à 97, plutôt sur le 15 minutes. Si je perds ce point de contrôle, ça veut dire que les vendeurs ont gagné. Ici, il y a eu une baston, que les acheteurs ont gagné. Vous le voyez sur cette poussée-là. On retourne sur la zone. Si les vendeurs gagnent, on perd cette baston. Et à chaque fois, vous pourrez aller voir des points de contrôle qui sont revisités. Et derrière, on revient faire du business dans les zones où il n'y en avait pas, à savoir une imbalance. Pour le moment, on est en train de traiter cette zone-là. Cette zone-là, là, ce qui est intéressant, on a refusé, là c'est les vendeurs qui ont gagné sur cette zone-là, vous comprenez qu'à chaque fois c'est des petites bastons, en fonction des UT, en fonction de... Vous pouvez avoir un point de contrôle ici, encore une fois, de chaque UT. Tout n'est qu'une question d'UT. Si vous tradez la bonne UT, inscrivez votre trade dans l'UT dans laquelle vous tradez. J'espère que c'est logique, que vous comprenez le concept, mais en gros, si je vais chercher quelque chose sur un trade 1 minute, qui est de l'ordre du weekly, ça ne peut être qu'un runner. Ça ne peut être qu'un... Le petit joker qui va bien, le truc qui fait que, dans la structure, je laisse un runner. Moi, j'ai des runners encore, dont le poids résiduel représente 500 €, mais dont les PNL potentiels représentent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tout simplement parce que ils ont été ouverts tellement bas, avec des leviers tellement forts, que là, pour le coup, oui, c'est ça qui fait derrière la petite cerise sur le gâteau, la perf en plus, etc. Mais là, dans la manière que vous allez devoir
Avoir pour protéger votre capital de trading sur le long terme, c'est tout simplement de trader l'UT dans laquelle vous êtes. Le runner est ok, le runner on le laisse, c'est comme on va dire, vous vendez des huîtres, de temps en temps vous avez une petite perle et ça vous met du beurre dans les épinards, ou je sais pas moi, vous êtes le gars qui récupère des affaires chez les gens, là, les gens qui ont leur camion là, et qui font du débarrassage, de temps en temps vous tombez sur un meuble Louis XV et ça vous fait plus ou moins, comment dire, un joli bénéfice, on va dire, et c'est ça qui fait que ces gens-là continuent. C'est pas que ça leur fait plaisir de débarrasser vos affaires quand vos grands-parents ils ont passé l'arme à gauche, mais plutôt tout simplement bien que il y a parfois des très très bonnes affaires à faire. Et le runner pour moi c'est ça. Voilà, j'ai pas trouvé de bonne image là à vous donner là tout de suite. Mais pour moi, le runner, c'est ça. C'est le truc qui fait que ça fait la perf à la fin, d'une certaine manière. Mais derrière, c'est la protection du capital de trading qui fait la perf initiale. C'est-à-dire la petite perf, celle qui petit à petit se construit, quoi qu'il en soit, brique après brique, etc. Et puis de temps en temps, d'un coup, il y a un mur qui avance et qui se construit tout d'un coup, parce que tout simplement, vous avez eu un runner qui a touché ce qu'il devait aller toucher. Et là, pour le coup, c'est superbe. En soi... voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Tiens, aujourd'hui on va parler de montres. Du coup, comme je fais pas mal d'exercices en ce moment, etc., je fais 2 heures par jour de sport, je me suis chopé cette petite montre ici qui est montre fitness, en gros, de base, les montres health de basique. C'est très nouveau pour moi parce que j'ai toujours détesté les montres et j'ai jamais eu de montre sur moi. Je déteste tout ce qui est téléphone, etc. D'une manière générale, ceux qui essaient de me contacter, ceux qui sont, ceux qui me connaissent, sauront que effectivement, je suis pas quelqu'un de facile à contacter, on va dire. Les WhatsApp et compagnie, j'ai pas les notifs. Bon, il faut m'appeler. Moi, tu m'appelles, je te réponds. Mais voilà, me dire, je t'ai envoyé un truc je t'ai envoyé une invite Google Meeting pour faire ça. Non, c'est pas du tout mon truc. J'ai pas envie d'être esclave de mon téléphone du tout. Donc bien sûr, j'ai enlevé toutes les notifs. J'ai gardé que la partie vraiment fitness pour cette montre-là. J'ai presque envie de vous dire que j'ai pas envie qu'elle donne l'heure, parce que c'est un truc où j'ai toujours considéré qu'on vieillissait plus vite avec une montre. Je sais pas pourquoi, mais c'est un vieux truc de je sais pas quand. Mais en tout cas, est-ce que vous avez des montres? Est-ce que vous aimez des montres? Je sais qu'il y a des gens qui collectionnent des très belles montres. Il y a des montres effectivement qui sont des très beaux objets en soi, pas du tout utiles, mais qui sont à la fois des objets de paraître et à la fois aussi des objets d'art, hein, on peut le dire. Je pense pour certaines, en tout cas, il y a vraiment de la... En termes d'horlogerie et de comment c'est foutu, de précision, voilà, des outils de précision, etc. Pour beaucoup aussi, c'est énormément du paraître, ou en tout cas des accessoires. Personnellement, je suis plutôt un gros fan des lunettes de soleil, en termes d'accessoires, entre guillemets, qui fait plaisir à s'acheter. Voilà, moi, j'adore acheter des belles petites lunettes de soleil qui vont bien. Pourquoi je vous raconte ça? Oui, la question étant, est-ce que vous avez des montres au poignet? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt fan de montres? Et en l'occurrence, mettez plutôt, si vous êtes de la team, montres entre guillemets paraître, à savoir les Rolex, Richard Mille, les Patek et compagnie, ou alors plutôt montre et team montre fitness, c'est-à-dire montre, on va dire, utile. Voilà, je vous ai un peu raconté ma vie, en même temps on a eu cette petite question à la con. En plus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, j'espère que celle-ci vous a plu. Donc ça sera une conclusion en if-then, c'est-à-dire on utilise éventuellement ce niveau 1 heure pour parler. Ça aurait été bien d'avoir un niveau 2 heures éventuellement pour voilà, se dire, lui donner une petite chance. Mais en soi, voilà, si dans 18 minutes on n'a pas réintégré 99 000, eh bien j'irai plutôt dans l'idée qu'on va plutôt se diriger vers 95, avec une éventualité qu'il soit possible qu'on se redirige vers 96. Et ici, comprenez que si on avait pris le short là-dedans, hein, ce qui aurait été faisable en intraday, on l'a pas fait, mais voilà, c'était vraiment une zone intéressante à shorter, parce que fin de liquidité, et puis parce que, comme je vous l'ai expliqué, vallée qui protège la vallée suivante, à quels endroits on aurait pris des profits. Et je pense que pour le coup, on en aurait pris un ici, on en aurait pris un ici, et on en aurait pris un ici, tout simplement. Et ensuite, le dernier, sous la structure, le runner, soit sous la structure directe,
soit littéralement en runner, sous-entendu on vise 84, pour le coup c'est quelque chose sur un runner qui aurait été logique, d'accord? Donc en soi, les zones de rebond sont aussi les éventuels TP qu'on aurait pris si jamais on avait ouvert tout simplement un short, ok? Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et j'ajouterai même, ne vous portez pas juste bien, portez-vous très bien. Ayez la pêche. Je vais répondre aux commentaires. J'y vais de ce pas là, après avoir posté la vidéo, parce que j'ai beaucoup de commentaires en retard que je dois répondre. Et je mets un point d'honneur à répondre à tous les commentaires. Donc voilà, j'espère qu'il n'y avait pas trop des questions instant. Mais encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai pas mes notifs WhatsApp, etc. Je suis pas du tout un esclave des écrans, en tout cas suffisamment un esclave des écrans au travers de ce que je pratique tous les jours pour ne pas l'être au travers, entre guillemets, de l'aspect social du téléphone. On se retrouve demain, portez-vous bien, ciao ciao.